Bienvenue en Égypte, Giorgio. C'est une rencontre au sommet. C'est dément. Le partisan de la théorie des anciens astronautes Giorgio Tsoukalos se joint à l'égyptologue Rami Romani pour un voyage inoubliable. On entre dans un lieu interdit à tous, l'intérieur de la Grande Pyramide. C'est incroyable. Qui nous fera entrer dans des salles interdites. C'est ici. J'en ai des frissons. Et examiner de près des sites qui sont liés aux plus grands mystères irrésolus de l'humanité. Il y a en Égypte des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Depuis des milliers d'années, l'Égypte est connue pour ses monuments colossaux, ses rituels étranges et ses technologies tellement avancées qu'elles nous étonnent encore aujourd'hui. Tout est ici dans ce sanctuaire. L'histoire complète des débuts de l'humanité et sa place parmi les étoiles. Et si la véritable histoire de l'Égypte ne se trouvait pas écrite sur les murs de ses tombes et de ses temples, mais sur une autre planète, située loin de la Terre? L'Égypte ancienne était le centre de l'activité extraterrestre sur notre planète. Bienvenue en Égypte, Giorgio. Ma dernière visite date d'il y a 18 ans. J'ai fait beaucoup de recherches durant les 18 dernières années. On vit une époque particulièrement exaltante. Je suis on ne peut plus impatient de tout revoir sous un éclairage neuf. En avril 2018, l'explorateur et partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, se rend au Caire en compagnie de l'égyptologue Rami Romani. Avec eux se trouve Giulio Magli, professeur d'archéoastronomie à l'Université Polytechnique de Milan, en Italie. Giorgio est impatient de constater par lui-même si les récentes découvertes scientifiques faites dans la Grande Pyramide ne fourniraient pas de nouvelles preuves à l'appui de la théorie selon laquelle des extraterrestres auraient visité l'Égypte il y a des milliers d'années. Je suis très excité à l'idée de vous faire visiter l'intérieur de la pyramide. La Grande Pyramide de Gizeh n'est pas seulement l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est aussi la plus ancienne de toutes et la seule qui soit encore debout, Giorgio. Oui, Et c'est elle qu'on va voir aujourd'hui. je trouve ça vraiment très stimulant de pouvoir échanger de l'information avec vous. Parce que les plus récentes découvertes, à tout le moins à mon avis, ont complètement révolutionné l'égyptologie. Absolument. Bien d'accord. Ce sera génial pour nous deux aussi, parce que chaque fois qu'on sera là-bas, c'est comme si c'était la première fois. Absolument. Ouais. En novembre 2017, les médias du monde entier annoncent la découverte de ce qui semble être une énorme salle cachée au cœur de la Grande Pyramide de Gizeh. Si la chose se confirme, ce serait la première découverte majeure faite à l'intérieur de la pyramide depuis le 19e siècle. Une découverte qui pourrait changer du tout au tout notre compréhension du monument et de ses bâtisseurs. La découverte de cet espace vide est sensationnelle, parce qu'elle ouvre la voie à toute une série de nouvelles questions, mais également à de nouvelles réponses. Le procédé appelé muographie a permis de détecter une cavité apparemment assez grande pour contenir en entier la Statue de la Liberté, de la tête aux pieds. Les voici, les pyramides. Waouh! On y est. C'est Merveilleux. Regardez la taille. incroyable. Chacun de ces blocs est plus gros que notre voiture. C'est dément, vraiment dément. Prêt pour un peu d'escalade? J'ai des frissons jusque dans les mollets. On utilise facilement des mots comme impressionnant ou monumental, sans penser réellement à ce qu'ils veulent dire. Mais quand on se trouve devant la Grande Pyramide, impressionnant est vraiment le mot juste. Faite de plus de 2 millions de blocs de calcaire pesant chacun des milliers de kilos, la pyramide est parfaitement alignée en fonction des points cardinaux. Nord, sud, est et ouest.
cela suppose des bâtisseurs possédant des connaissances très poussées en géographie. Selon la majorité des égyptologues, la Grande Pyramide a été édifiée par le pharaon Khéops, qui a régné de 2589 à 2566 avant notre ère, pendant la 4e dynastie de l'Ancien Empire. Mais cette idée est loin de faire l'unanimité, car elle repose entièrement sur une donnée unique et très controversée. En 1837, l'explorateur britannique Richard Howard Weiss déclare avoir déchiffré le nom de Khéops dans un graffiti figurant sur le plafond d'une chambre située à l'intérieur de la pyramide. Dans son journal personnel, toutefois, comme on le découvrira par la suite, Weiss indique n'avoir trouvé aucun hiéroglyphe dans la chambre en question. Certains chercheurs modernes pensent que ce graffiti serait un faux, fabriqué par l'équipe de Weiss, afin de donner à sa coûteuse expédition toutes les apparences d'une grande réussite. L'un des problèmes de l'égyptologie, c'est qu'elle est née à la fin du 19e siècle et qu'elle a été, en bonne partie, figée par le système universitaire. Mais les égyptologues, les archéologues et les géologues découvrent constamment de nouveaux faits sur l'Égypte ancienne, qui viennent complètement remettre en question ce qu'ils croyaient savoir au sujet de cette civilisation. On découvre même en Égypte des constructions qui sont beaucoup plus anciennes que l'égyptologie traditionnelle ne le croyait possible. De l'avis des partisans de la théorie des anciens astronautes et d'un grand nombre d'archéologues éminents, la Grande Pyramide a vraisemblablement été construite longtemps avant le règne de Khéops. Certains croient même que ce monument colossal pourrait dater de plus de 10 000 ans et remonter à une période antérieure à celle du déluge. La principale raison qui fait de cette pyramide la plus magnifique de toutes ne se trouve pas dans ce que vous voyez en ce moment. Elle est plutôt dans ce que vous allez voir dans un instant à l'intérieur. Allons-y. Ce qui se cache à l'intérieur de la cavité récemment découverte au cœur de la Grande Pyramide pourra-t-il nous apprendre des faits nouveaux et incroyables, non seulement sur l'Égypte ancienne, mais sur l'histoire de l'humanité tout entière? Y trouvera-t-on des indices révélant que l'Égypte a déjà abrité une civilisation extraterrestre? Effectuant sa première visite en Égypte depuis près de 20 ans, le partisan de la théorie des anciens astronautes, Giorgio Tsoukalos, est impatient d'en savoir davantage sur la récente découverte d'une possible chambre secrète cachée en profondeur dans les murs de la Grande Pyramide de Gizeh. Par ici. Il est en compagnie de l'égyptologue Rami Romani et de l'archéo-astronome Giulio Magli. Les trois hommes se dirigent vers la Grande Galerie. On y accède par un couloir de 60 mètres de long. Directement au-dessus de leur tête se trouve la zone où une équipe internationale de scientifiques croit avoir détecté une énorme cavité jusqu'alors inconnue, faisant plus de 30 mètres de long. Et voici la Grande Galerie. Pensez qu'elle a été construite il y a plus de 4000 ans. C'est un exploit remarquable. C'est incroyable. D'ici au plafond, la hauteur est d'environ 10 mètres et la galerie s'enfonce à une profondeur de près de 50 mètres. Ça nous donne une idée de l'immensité de cet espace. Et quelle perfection! Les blocs de pierre s'agencent parfaitement, sans aucun mortier. On ne pourrait même pas glisser un billet de banque dans les interstices. De quel type de pierre s'agit-il au juste? Contrairement au reste de la pyramide, on a ici du granit rouge. Du granit, oui. Cette pierre ne provient pas d'une carrière locale, contrairement au calcaire. Elle vient d'Aswan. Oui, c'est à 1000 km d'ici. À 1000 km, oui. 1000 km. Vous pensez que le vide se trouve juste au-dessus de nos têtes? Je crois qu'il couvre toute la Grande Galerie. Et quelle est sa taille par rapport à l'endroit où nous sommes? Il est sans doute aussi grand que cette galerie. D'accord, waouh! La possibilité qu'une quatrième chambre existe à l'intérieur de la Grande Pyramide suscite une vive controverse chez les archéologues.
Ceux-ci ont longtemps cru que les pyramides étaient essentiellement destinées à servir de tombeaux et que chacune d'entre elles possédait au maximum 3 chambres. Archéologues et égyptologues prétendent que c'étaient des tombeaux destinés aux pharaons. Pourtant, on n'a jamais retrouvé un seul pharaon dans une pyramide égyptienne. On a certes découvert de nombreuses momies de pharaons égyptiens, mais elles se trouvaient dans des caveaux souterrains dans la vallée des rois à Luxor, c'est-à-dire à des centaines de kilomètres des pyramides. La véritable fonction des pyramides reste inexpliquée. Selon vous, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ce vide qu'on vient de découvrir? Il y a une possibilité. Les textes des pyramides évoquent le destin futur du pharaon, qui prendra place sur un trône de fer parmi les étoiles. Pouvez-vous développer au sujet de ce trône de fer? Bien sûr, on ne trouvait en Égypte aucun fer métallique, qui n'apparaît qu'à la fin de l'âge du bronze, près de 1200 ans plus tard. Mais les Égyptiens utilisaient une petite quantité de fer métallique tombé sur la Terre à la suite de phénomènes météoritiques. On a la certitude qu'ils connaissaient les météorites, puisque la dague de Toutankhamon est faite de fer météoritique. Ils fabriquaient donc des objets précieux en fer météoritique à l'intention des pharaons. C'est peut-être aussi le cas de ce trône. Un trône contenant des fragments de métal prélevés d'un météorite? Est-il possible qu'un objet de ce genre se cache réellement à l'intérieur d'une chambre secrète située au cœur de la grande pyramide de Gizeh? Selon les écrits qu'on appelle les textes des pyramides, une collection de textes religieux anciens ayant été gravés sur les murs et les sarcophages des pyramides de Saqqara il y a plus de 4000 ans, le dieu Osiris et sa femme Isis sont arrivés sur la Terre en provenance des étoiles formant la ceinture d'Orion. Et ce serait d'eux que toute vie humaine tirerait son origine. Osiris est la figure centrale du panthéon égyptien. C'est le dieu de la fertilité et une divinité chtonienne, c'est-à-dire un dieu de la terre. Il meurt, puis ressuscite sous la forme de son fils Horus. On a donc un cycle de mort et de renaissance qui est évoqué dans le livre des morts. Le pharaon était appelé à mourir, puis à ressusciter. Selon la légende, Osiris possédait un trône de fer que plusieurs convoitaient, car il souhaitait se rendre maître de ses terribles pouvoirs. L'un d'eux était le frère d'Osiris, Seth, qui assassine Osiris dans le but de s'emparer du trône. Dans tous les temples de l'Égypte ancienne, les dieux sont représentés comme des êtres extraterrestres assis sur leur trône. Ces trônes sont munis de plumes, parce que ce sont des véhicules ascensionnels. Les dieux s'en servent pour voyager jusqu'aux étoiles et en revenir. Il est très possible que ce trône se trouve dans cette cavité. Quand cette pyramide a été découverte, on n'y a trouvé aucune momie, aucun trésor, aucun hiéroglyphe, rien. Et si tout ce qu'on voit ici n'était qu'un leurre? Vous soulevez une question très intéressante. Malgré tout le chemin qu'on a fait à l'intérieur de la pyramide pour parvenir jusqu'à cette chambre, on n'a pas vu un seul hiéroglyphe. Partout ailleurs, en Égypte, les murs sont couverts d'inscriptions racontant comment ils ont été édifiés, par qui et quand. Mais ici, pour l'instant, c'est l'anonymat complet. Absolument. Comme les murs intérieurs de la Grande Pyramide ne comportent aucun hiéroglyphe et qu'il n'y a aucune preuve que cet ouvrage colossal ait jamais servi de tombeau ou de temple, on s'interroge de plus en plus sur sa fonction d'origine. Selon une théorie soutenue par certains scientifiques et ingénieurs, la pyramide et d'autres du même genre auraient pu faire partie d'un gigantesque réseau de centrales électriques. Les théories de Christopher Dunn indiquent que certaines de ces pyramides présentent un mélange de produits chimiques. L'étude des dispositifs qu'il évoque montre qu'ils fonctionneraient très probablement. Les pyramides étaient en réalité des dispositifs. Ce récipient représente la chambre de la reine. Par les deux tubes, je verse du zinc hydraté.
puis de l'acide chlorhydrique. Quand on met ensemble ces deux liquides, une réaction chimique se produit. Et celle-ci dégage, entre autres, de l'hydrogène. On peut voir l'hydrogène sous forme de vapeur s'échapper par la cheminée. Et voici la réaction. Venant appuyer la remarquable théorie de Christopher Dunn, des traces de zinc et d'acide chlorhydrique ont récemment été détectées dans les puits menant à ce qu'on appelle la chambre de la reine. Mais si la pyramide a réellement été conçue comme une gigantesque centrale électrique, à quoi servait l'énergie ainsi produite? On peut imaginer toutes sortes d'applications pour ce type d'énergie, depuis de simples appareils domestiques jusqu'à des vaisseaux spatiaux très avancés. Destinée à faire partie d'un vaste réseau de centrales électriques, la Grande Pyramide de Gizeh aurait-elle été construite non pas il y a 4000 ans, mais à une époque beaucoup plus ancienne, par une civilisation possédant des connaissances incroyablement avancées? Les partisans de la théorie des anciens astronautes en sont persuadés et pensent qu'il pourrait y avoir un lien entre le rôle de la pyramide comme centrale et le contenu éventuel de la chambre récemment découverte en son sein. Je pense qu'avec cette nouvelle technologie, nous entrons dans une nouvelle ère de découverte. Je suis impatient de voir ce qu'on découvrira maintenant. On est en route vers le Sphinx. Pourra-t-on s'en approcher? S'approcher du Sphinx? Ouais. Absolument. Le lendemain de leur incroyable visite dans les chambres interdites à l'intérieur de la Grande Pyramide, le partisan de la théorie des anciens astronautes Giorgio Tsoukalos et l'égyptologue Rami Romani retournent sur le plateau de Gizeh. Ils s'intéressent cette fois à une autre merveille du site antique, le Sphinx. Personne n'est autorisé à s'approcher jusqu'entre les pattes du Sphinx. Personne, à part moi, et maintenant vous. Oh mon Dieu! Aux deux hommes se joint Zahi Hawass, un ami de la famille de Rami, qui est sans doute l'égyptologue le mieux connu au monde. Il est devenu en 2011 le tout premier ministre égyptien des Antiquités. En quoi le Sphinx est-il si unique? Ah, la magie du Sphinx. Il est vraiment magique. Il a le visage d'un roi et le corps d'un lion. Il illustre la puissance royale. En fait, si vous regardez ce visage, il conserve la mémoire non seulement de l'Égypte, mais du monde entier. Voilà la magie et le mystère du Sphinx. Il est splendide. Pendant des siècles, le grand Sphinx n'est connu que sous la forme d'une tête géante émergeant d'une butte de sable dans le désert. Il a fallu des années de travaux d'excavation pour que le monde redécouvre la taille colossale du monument. La majorité des archéologues placent la construction du Sphinx vers 2500 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Képhren. Mais depuis quelques années, de nouvelles recherches viennent remettre cette donnée en question. Elles suggèrent que le Sphinx serait en réalité beaucoup plus ancien. Il aurait possiblement plus de 10 000 ans. Quel est l'aspect fascinant du Sphinx que vous souhaitez le plus faire connaître aux gens? Les gens doivent vraiment savoir à quel point cette statue est unique. L'Égypte ancienne n'a produit rien d'autre de comparable. Et cette stèle est aussi extrêmement intéressante. Ces hiéroglyphes nous relatent une merveilleuse histoire au sujet de Thoutmôsis IV. Que raconte-t-elle? Elle raconte que le Sphinx est apparu à Thoutmôsis IV et lui a dit « Je me meurs à cause du sable ». Le roi a alors fait creuser. Il est le tout premier archéologue. Il a fait creuser autour du Sphinx. Placée entre les pattes du Sphinx, la pierre, qu'on appelle la stèle du rêve, porte une inscription gravée dans laquelle les archéologues voient la preuve que la gigantesque statue a été sculptée il y a environ 4500 ans. Mais pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, de même qu'un nombre croissant d'archéologues, ce texte constitue au contraire une preuve concluante que le Sphinx remonte en réalité à une époque beaucoup plus ancienne.
Le texte de la stèle parle d'une époque où les dieux se mêlaient encore aux êtres humains. Les anciens Égyptiens sont très clairs là-dessus. Une autre partie de l'inscription intrigue aussi beaucoup les partisans de la théorie des anciens astronautes. Le Sphinx y promet à Thoutmôsis que s'il le dégage du sable, il deviendra maître de la terre et de tout ce que l'œil brillant du Seigneur de l'univers illumine. Le plus étonnant à ce propos, c'est la mention de l'œil brillant du Seigneur de l'univers. De quoi est-il question, au juste? Il semble s'agir d'une sorte de technologie qui serait en communication avec le Sphinx, ou peut-être canalisée par lui, et qui pourrait assurer la prospérité de Thoutmôsis IV. On attribue au Sphinx la durable prospérité de la dynastie de Thoutmôsis, dont fera partie le pharaon Akhénaton. Au cours de son règne, Akhénaton a décrété que l'Égypte devait cesser d'adorer une multitude de dieux pour n'en adorer qu'un seul, le dieu Aton, qui était représenté sous la forme d'un disque doré dans le ciel. On dit qu'Akhénaton est devenu obsédé par le disque solaire et l'œil du Seigneur. Est-il possible que l'œil du Seigneur et le disque d'Aton soient une seule et même chose et qu'il faille y voir, en fait, une sorte de vaisseau extraterrestre planant au-dessus de l'Égypte à la manière d'un œil céleste pour guider la civilisation égyptienne? Il n'existe en fait aucune technologie, pas même la datation au carbone 14, qui puisse déterminer exactement l'âge du Sphinx. L'égyptologie et l'archéologie traditionnelle affirment qu'il a été sculpté à l'époque de la deuxième pyramide. Mais c'est une simple hypothèse, comme toutes nos connaissances à ce sujet. La marge d'erreur se mesure en milliers d'années. Que pensez-vous de l'hypothèse concurrente voulant que le Sphinx ait été sculpté il y a 12 000 ans? Si c'était vrai, le peuple, la culture en question aurait laissé des traces. J'ai fait des fouilles au nord-est du Sphinx, dans une zone jamais fouillée auparavant. Le niveau le plus ancien datait de 4600 ans, l'époque de l'Ancien Empire. On n'y trouve rien d'antérieur. On a fait venir un spécialiste de l'université de Louisville qui a examiné le mur autour du Sphinx. Il a déterminé que le vent était la cause. De l'érosion? C'est une érosion due au vent. L'affirmation de Zahi Hawass, selon laquelle l'érosion visible à la base du Grand Sphinx a été causée par le vent, est soutenue par la majorité des spécialistes et des archéologues. Mais un nombre croissant de géologues, dont Robert Schoch, qui étudie les caractéristiques géologiques du Sphinx depuis plus de 20 ans, sont convaincus que ce n'est pas le cas. Mon analyse géologique indique que le Sphinx est beaucoup plus ancien qu'on ne croit. Il remonte à ce que j'appelle une civilisation disparue, antérieure à l'Égypte dynastique. Un petit nombre d'égyptologues, au début du XXe siècle, ont remarqué des marques d'érosion sur le Sphinx qui ne semblaient pas correspondre à celles que présentent les autres monuments du plateau de Gizeh. J'ai donc examiné la question avec un œil critique de géologue et j'ai constaté effectivement une discordance considérable entre ce qu'on voit sur le Sphinx par rapport aux autres monuments du site. Voici une photo où l'on voit le Sphinx. À gauche, on a ici sa croupe, et voici le mur d'enceinte. On distingue clairement les lignes formées par les couches rocheuses, ou les strates, comme on dit en géologie. On voit que l'érosion leur a donné un profil arrondi et onduleux. Cela est dû à la pluie qui tombe et ruisselle sur la pierre. Il est très clair pour moi, en tant que géologue, que ce phénomène doit dater d'une période climatique plus ancienne. Si le Sphinx avait été érigé 2500 ans avant Jésus-Christ, il ne présenterait pas l'importante érosion par l'eau qu'on y voit. Par conséquent, ou bien le climat de l'Égypte était radicalement différent de ce que l'on croit en 2500 avant Jésus-Christ, ou bien le Sphinx a au moins 10 ou 12 000 ans d'âge.
La tête du sphinx semble un peu trop petite par rapport à son corps. On a donc émis l'hypothèse que cette tête avait un autre aspect à l'origine et qu'elle a été retouchée pour lui donner sa forme actuelle. Certains archéologues pensent qu'à l'origine, la tête du sphinx était celle d'Anubis, le dieu à tête de chacal. Anubis, qui est l'un des plus anciens dieux de l'Égypte, serait-il aussi ancien qu'Isis et Osiris? Mais si c'est le cas, pourquoi le colosse de pierre a-t-il été modifié? Et quand? Peut-être la réponse, comme la plupart des secrets de l'Égypte, se trouve-t-elle enfouie profondément sous le sable du désert, dans une zone située à quelques 90 mètres au nord du Sphinx. Relativement peu explorée, cette zone pourrait receler, de l'avis de certains archéologues et chercheurs, un autre Sphinx resté jusqu'à ce jour enseveli et dont la tête serait toujours celle du dieu Anubis. Certains pensent qu'il devait y avoir un deuxième sphinx. Pour des raisons de symétrie. Exactement. Vous êtes un bon archéologue. Si le Sphinx n'a pas été érigé par les anciens Égyptiens, qui l'a fait et pourquoi? Pourrait-il être l'œuvre d'une civilisation beaucoup plus avancée que celle qu'on voit représentée sur les murs des tombes et des temples égyptiens? Une civilisation dont les origines, comme le laissent entendre de nombreux textes de l'Égypte ancienne, étaient étrangères à notre monde? Luxor, en Égypte, en 1822. En explorant une tombe de la nécropole de Thèbes, un site ayant servi aux sépultures pendant une grande partie de la période pharaonique, le collectionneur italien d'antiquités Bernardino Drovetti découvre un papyrus ancien, morcelé en plus de 300 fragments. La restauration du document au musée égyptologique de Turin, en Italie, révèle qu'il contient la liste de tous les souverains égyptiens la plus complète à ce jour. Le papyrus de Turin comporte 3 colonnes. La première donne une liste des dieux de l'Égypte ancienne. La deuxième énumère des rois mythiques ayant régné sur le pays pendant sa lointaine préhistoire. La troisième colonne donne la liste des rois et des pharaons historiques de l'Égypte. Il s'agit de personnages dont l'existence est historiquement attestée. On est donc en présence d'une liste royale qui nous dit essentiellement que l'Égypte existe en tant que pays depuis plus de 36 000 ans. Si le canon royal de Turin rend compte avec exactitude de la succession des souverains égyptiens, comme le pensent de nombreux partisans de la théorie des anciens astronautes, alors tout ce que l'on croit savoir de l'histoire de l'humanité doit être sérieusement réexaminé. Les implications sont considérables, parce qu'on serait forcé de réécrire complètement l'histoire du monde. Robert Bauval a fait valoir que la position des pyramides s'alignait parfaitement sur les étoiles de la ceinture d'Orion en 10 500 avant Jésus-Christ. Plus tard, Graham Hancock a calculé que le Sphinx était pour sa part orienté directement vers la constellation du Lion à la même époque, c'est-à-dire en 10 500 avant Jésus-Christ. 10 500 ans avant Jésus-Christ, soit plus de 8 000 ans plus tôt que la chronologie communément admise par les archéologues? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que c'est le cas, et selon eux, quelque part à l'intérieur du Sphinx, pourrait se trouver cachée la preuve qu'ils cherchent concernant les origines extraterrestres de l'humanité. Virginia Beach, en Virginie, en 1932. Edgar Cayce, un médium et guérisseur américain, célèbre pour ses capacités de diagnostiquer avec exactitude des patients dont il est séparé par des centaines de kilomètres, raconte une vision détaillée qu'il a eue au cours d'une transe hypnotique auto-induite. Il se voit dans la peau d'un grand prêtre de l'Égypte ancienne, directement associé à l'érection du Sphinx.
Celle-ci, selon la vision de Casey, aurait eu lieu non pas en 2500 avant Jésus-Christ, comme l'affirme la majorité des archéologues, mais bien 8000 ans plus tôt. Edgar Casey est l'une de nos principales sources d'informations sur la civilisation de l'Égypte ancienne. On le surnomme le prophète endormi. C'est un médium américain de grande réputation. Il mentionne un jour la date de 10 390 avant Jésus-Christ. Il affirme qu'elle correspond non seulement à l'époque où le sphinx de Gizeh a été érigé, mais aussi à celle où les archives d'une civilisation antérieure ayant existé sur l'Atlantide auraient été enfouies dans le monument. L'Atlantide, le légendaire continent disparu, selon le philosophe grec Platon, dont les écrits à ce sujet datent du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'Atlantide était une île au milieu de l'Atlantique où fleurissait une civilisation extrêmement avancée jusqu'à ce qu'elle soit détruite par une inondation catastrophique. Edgar Casey raconte avoir vu sous la patte droite du sphinx, au cours de sa transe, une chambre contenant des archives issues de la civilisation disparue de l'Atlantide. Selon Edgar Casey, un ensemble d'appareils et de machines de haute technologie a été entreposé à cet endroit dans le but que, des milliers d'années plus tard, au cours de notre propre période historique, notre civilisation finisse par les découvrir. Ces appareils et machines, témoins anciens d'une technologie très avancée, se trouvent à l'intérieur de chambres situées sous le sphinx. D'après les écrits de Platon, l'existence de l'Atlantide remonterait à quelques 12 000 ans dans le passé. Cela correspond à l'époque où les pyramides et le sphinx de Gizeh se trouvaient alignés sur les constellations d'Orion et du Lion. Certains chercheurs pensent aussi qu'il s'agit de l'époque désignée dans les textes anciens comme l'âge d'or de l'Égypte, le Zep Tepi. Il s'agit d'une période de la préhistoire égyptienne où le dieu Osiris, descendu des étoiles, vivait sur la terre. On trouve sur les murs de différents temples des récits qui nous parlent d'une période antérieure d'activité. Il est dit qu'à cette époque, les dieux eux-mêmes sont venus en Égypte. Il est dit également qu'ils y ont créé tout ce qui allait constituer par la suite la civilisation égyptienne. Ils ont créé la première enceinte, le premier temple, ainsi que d'autres constructions étranges, ce qui suggère qu'ils possédaient une haute technologie et que nous pourrions avoir affaire à une culture avancée. Plusieurs ont refusé de prendre au sérieux l'incroyable vision d'Edgar Casey, la considérant comme une simple hallucination. En 1978, pourtant, soit 46 ans après la transe de Casey, 2 des tunnels qu'il affirmait avoir vus sont effectivement découverts, l'un derrière la tête du sphinx, l'autre directement dessous. La majorité des égyptologues continuent cependant de soutenir que ces tunnels ont été creusés longtemps après la construction du sphinx. Si on envisage le sphinx aujourd'hui dans une perspective magique, on croira en l'existence de tunnels secrets et d'autres choses de ce genre sous le sphinx. Les Égyptiens de la période récente ont fait de même. Ils ont creusé ces tunnels pour voir ce qui se trouvait sous le sphinx. Nous avons fouillé le plus grand des 4 tunnels qu'ils ont creusés. On y a trouvé de la céramique datant de l'an 500 avant Jésus-Christ. Mais la découverte de céramique, vieille de 2500 ans, prouve-t-elle que les tunnels sous le sphinx ont été creusés à la même époque? Les partisans de la théorie des anciens astronautes estiment que non, arguant que des objets appartenant à une période antérieure ont pu être retirés au cours des nombreuses restaurations dont le sphinx a fait l'objet. Ils pensent également que des indices supplémentaires seront fournis par l'exploration d'autres pyramides ailleurs en Égypte, ainsi que par l'examen des légendes concernant une mystérieuse pierre de couronnement et ses liens directs avec les visites d'extraterrestres. Saqqara, en Égypte. Cette nécropole de l'Antiquité, située à 25 km du plateau de Gizeh,
abrite ce que la majorité des archéologues considèrent comme la toute première pyramide construite en Égypte, la pyramide à degrés du roi Djoser. La pyramide à degrés de Saqqara, ou l'échelle vers le ciel, fait partie d'un très vaste complexe d'environ 15 hectares, entouré d'un mur de 9 mètres de haut comportant 13 fausses portes. Pour entrer, il faut savoir laquelle est la vraie. Fait curieux, la seule raison pour laquelle on considère que cette pyramide devait servir de tombe au roi Djoser, c'est que des statues de ce roi ont été retrouvées à l'intérieur. Mais pas plus que dans les autres pyramides, on n'y a découvert la moindre preuve qu'un corps n'y ait jamais été enseveli. Cette pyramide est vieille de 5000 ans. C'est extraordinaire. Et tout ceci est fait de briques crues? Exactement. Des briques crues, comme on en utilisait à l'époque. Le bond que représente la grande pyramide de Gizeh par rapport à celle-ci est énorme. Ces dernières années, l'idée communément admise que la pyramide à degrés ne serait antérieure à la grande pyramide de Gizeh que de 80 ans s'est vue remise en question, et pas seulement par les partisans de la théorie des anciens astronautes. Pour un nombre croissant d'archéologues et d'autres spécialistes, la possibilité que les Égyptiens aient évolué en si peu de temps d'une pyramide à degrés de 60 mètres de haut en briques crues à une merveille architecturale comme la Grande Pyramide s'avère à peu près nulle. Il pense également que la précision mathématique de la construction de la Grande Pyramide, de même que son alignement précis par rapport aux points cardinaux terrestres, ainsi qu'à la constellation d'Orion, prouve qu'il faut y voir l'œuvre d'une civilisation très évoluée. On constate, par exemple, qu'en exprimant les coordonnées géodésiques de la Grande Pyramide sous la forme de décimales, on obtient une séquence de chiffres qui correspond exactement à la vitesse de la lumière dans le vide. Vitesse mesurée en mètres par seconde. Par ailleurs, on constate également qu'en traçant à partir de la Grande Pyramide, de grands cercles passant par ses points cardinaux et collatéraux, les cercles en question traverseront une plus grande quantité des terres immergées de la planète qu'en tout autre emplacement. Autrement dit, la Grande Pyramide est essentiellement située au centre des masses continentales terrestres. À mon avis, les égyptologues se trompent quelque part, c'est aussi simple que ça. Ils devraient mettre ces données de côté pendant un moment, prendre un pas de recul et reconsidérer ces monuments d'un regard neuf. Selon les partisans de la théorie des anciens astronautes, la Grande Pyramide aurait été construite il y a plus de 12 000 ans, soit quelques 7 000 ans avant la pyramide à degrés, à une époque antérieure au grand cataclysme qu'on appelle le déluge. Il pense aussi qu'après cette catastrophe, la fonction de centrale électrique de la Grande Pyramide est tombée dans l'oubli, en même temps que toutes les autres avancées technologiques de l'humanité. Une série d'interventions de la part d'autres visiteurs extraterrestres sera alors nécessaire pour aider les humains à rebâtir le monde qu'ils avaient connu. Le texte qu'on possède sur Djoser mentionne-t-il ce qui a pu inspirer la construction de ce monument? C'est l'œuvre d'un homme de génie qui s'appelait Imhotep. D'accord. Il apparaît dans l'histoire comme surgi de nulle part. Il est l'architecte et l'ingénieur à qui l'on doit cette pyramide. Que veut dire exactement le nom d'Imhotep? Il signifie, ceci devrait vous plaire, il signifie « je viens en paix ». Vraiment? C'est très intéressant. Une salutation extraterrestre, en quelque sorte. Oui. Il apparaît d'un seul coup dans la vie du roi. Ensuite, il accède très rapidement à une position élevée, ce qui est très rare dans l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que ça signifie? Que voulez-vous dire par « surgi de nulle part » ? Est-il venu du ciel ou d'un autre pays? Dans l'histoire égyptienne, on a normalement pour chaque personnage des renseignements sur ses parents. Mais pour Imhotep, rien. Imhotep était un homme du peuple. Mais c'était aussi un penseur génial, devenu très influent sous le règne des pharaons qu'il a servi.
Par la suite, il a été immortalisé. C'est très inhabituel pour un homme du peuple. Un culte s'est formé autour de sa personne. On a pensé qu'il pouvait être le Joseph de la Bible. C'est intéressant, parce que Joseph a été conseiller du pharaon à peu près à la même période. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il était un scientifique génial pour l'époque. Imhotep s'est élevé jusqu'à l'incroyable statut de vizir du pharaon. Le mot anglais wizard, qui veut dire magicien, vient du mot vizir. Il y a un grand mystère concernant qui était Imhotep et d'où il venait. C'est intéressant parce que, par la suite, Imhotep a été divinisé. Les portraits qu'on a de lui sont fascinants. Sa tête semble énorme, ses mains ont un aspect étrange. Son allure a quelque chose de non humain. Un texte extraordinaire laisse entendre que son savoir aurait pu venir des étoiles. Imhotep lui-même indique-t-il où il a reçu son éducation ou comment il a acquis les connaissances nécessaires pour construire un monument comme celui-là? On est dans l'Égypte ancienne. Imhotep s'exprime comme un homme de son temps. Tout ce qu'il possède, sa beauté, ses connaissances et tout le reste, il dit l'avoir reçu des dieux. Sait-on combien de temps il a vécu? C'est aussi un mystère. On ne sait pas comment il est mort, mais on sait qu'il a été enterré. Et sa tombe se trouvait près d'ici à Saqqara. Mais la tombe d'Imhotep n'a jamais été retrouvée. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Mais regardez autour de vous, le désert est immense. Quand on découvrira la tombe d'Imhotep, ce sera la découverte du siècle. Si on finit par retrouver la tombe d'Imhotep, y découvrira-t-on de nouvelles preuves que les anciennes légendes égyptiennes qui parlent de dieux descendus sur terre et venant de la constellation d'Orion sont le reflet de faits réels? C'est possible. Mais en attendant, beaucoup croient que la preuve des origines extraterrestres de l'humanité existe déjà sous la forme de curieux objets sculptés en forme de pyramide qu'on appelle pierre Benben. La voici, Giorgio. L'une des nombreuses pierres Benben, ou pyramidions, que possède le musée. Regardez-la. Elle est magnifique. Et d'une telle perfection. Absolument. Si on l'examine, on n'y voit aucune erreur. Nulle part. C'est merveilleux. Je connais bien l'histoire des pierres Benben. Ce qui me fascine, c'est que parfois on en parle comme d'une forme descendue du ciel, au milieu d'une grande fumée et de flammes. Puis, une porte s'ouvre et des gens sortent. Sur le plan mythologique, je trouve ça fascinant. On se demande comment a pu naître une histoire pareille. Oui. D'après la majorité des égyptologues, l'histoire de la pierre Benben doit se comprendre comme une allégorie religieuse par laquelle les anciens Égyptiens voulaient expliquer la création de l'humanité. Mais pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la pierre est plutôt le reflet d'un événement historique réel, antérieur de plusieurs milliers d'années à la construction de la Grande Pyramide. Quand j'entends une histoire comme celle de la pierre Benben, je me demande s'il aurait pu s'agir d'une sorte de vaisseau spatial. Les égyptologues s'accordent sur l'existence de récits qui disent qu'un objet de cette forme est descendu du ciel au milieu d'une grande boule de feu, a effectué un atterrissage contrôlé, puis que la pierre Benben s'est ouverte et que des gens en sont sortis. C'étaient les premiers dieux créateurs. À mon avis, ces dieux étaient des voyageurs de l'espace en chair et en os, que les anciens Égyptiens et de nombreuses autres cultures anciennes ont vus à tort comme des êtres divins ou spirituels en raison des critères technologiques qui étaient ceux de leur époque. Cela s'accorde parfaitement avec l'idée d'une technologie mal comprise. Lorsqu'une société technologiquement primitive entre en interaction avec une société technologiquement avancée, la société primitive se met à rendre un culte à la société avancée. J'ai lu quelque part que la pierre Benben peut également être vue comme étant la demeure des dieux.
Oui. De mon point de vue, alors, il s'agirait de la preuve d'une intervention extraterrestre. Et on a ici une preuve concrète qu'à une époque lointaine, quelqu'un est descendu du ciel pour enseigner différentes disciplines à l'humanité. Si la pierre Ben-Ben originelle s'inspire d'un vaisseau spatial extraterrestre réel, comme de nombreux partisans de la théorie des anciens astronautes le croient, la légende à son sujet ne suggère-t-elle pas que l'Égypte constituait l'un des centres de l'activité extraterrestre sur notre planète? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse est un oui retentissant. Ils pensent par ailleurs que des preuves supplémentaires se trouveront non pas dans les papyrus et les hiéroglyphes de l'Égypte ancienne, mais dans une lecture attentive des pages de la Bible. Le Caire, en Égypte, au XIVe siècle. L'historien égyptien Al-Makrizi entreprend une série d'ouvrages dans lesquels il émet l'hypothèse que l'histoire du plateau de Gizeh remonte en fait à beaucoup plus loin que les historiens de son temps ne le pensent généralement. Il conclut que la Grande Pyramide et le Sphinx auraient été érigés non pas en 2500 avant Jésus-Christ, mais des milliers d'années plus tôt, par un roi nommé Saouride. Selon ce qu'on croit habituellement, la construction de la Grande Pyramide aurait eu lieu sous la 4e dynastie, soit plus ou moins 2500 ans avant Jésus-Christ. Mais les vieilles traditions arabes, qu'on retrouve par exemple chez Ibrahim Abdullah al-Masoudi, disent que la Grande Pyramide a été construite par un roi qui s'appelait Saouride, et que ce Saouride est identique à celui que les Hébreux appellent Enoch. Les écrits arabes affirment donc qu'Enoch et Mathusalem ont érigé la Grande Pyramide. Enoch, le même Enoch dont il est question dans les prétendus chapitres perdus de la Bible, et qui aurait été emmené au ciel par des anges appelés les veilleurs, afin qu'ils puissent observer la race humaine? Pourrait-il réellement être celui à qui l'on doit la construction de la Grande Pyramide, il y a de cela plus de 12 000 ans? Le livre d'Enoch aurait été écrit par des mystiques juifs qu'on appelle les Esséniens, entre le 3e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. On y raconte comment l'un des veilleurs, l'archange Michel, est venu sur la terre et a emmené Enoch avec lui dans les régions célestes jusqu'au trône de Dieu. Enoch a alors été instruit par les anges, puis on lui a permis de revenir sur la terre pour faire partager toutes les connaissances qu'on lui avait communiquées. C'est très semblable à ce qu'on peut lire dans les textes des pyramides. Le pharaon est emmené jusqu'aux étoiles, où son corps devient pareil à la foudre. Les portes du ciel s'ouvrent, et l'être humain peut alors être instruit par les dieux. Les textes des pyramides, comme le livre apocryphe d'Enoch dans la Bible hébraïque, parlent-ils de la même période de la préhistoire? Une période au cours de laquelle des êtres extraterrestres considérés comme des dieux régnaient sur la Terre? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que oui, et croient qu'on en trouvera des preuves supplémentaires en examinant des textes anciens évoquant une race d'anges appelée les veilleurs. La Bible comporte un très curieux passage où il est question des fils de Dieu qui sont descendus du ciel et qui ont pris pour femmes les filles des hommes, engendrant ainsi la race des géants. Ils sont venus ici-bas avec la connaissance, une connaissance que nous verrions aujourd'hui comme de la technologie et de la science. Mais ils sont devenus corrompus. Ils ont aggravé l'état des choses plutôt que de l'améliorer. C'est pourquoi Dieu a pris la décision de provoquer le déluge. D'après le livre d'Enoch, les veilleurs sont envoyés par Dieu sur terre pour aider l'humanité. Mais un certain nombre de ces veilleurs ont eu des relations sexuelles avec des femmes humaines, engendrant des mutants géants appelés Néphilim. Dieu a alors provoqué un déluge destiné à les détruire avec tous ceux qui lui avaient désobéi.
Notre connaissance des Néphilim provient principalement de la Bible, mais aussi du livre d'Enoch et de ce qu'on appelle le livre des géants. Selon ce dernier, ils ont été détruits par un cataclysme, pas seulement un déluge, mais également du feu qui est tombé du ciel. Je pense qu'on peut relier cette histoire à ce qu'on appelle l'impact cosmique du Dryas récent, un événement qui se situe vers 10 800 avant Jésus-Christ et dont on sait qu'il a eu un effet dévastateur à l'époque sur l'hémisphère nord. Si, comme le pensent les partisans de la théorie des anciens astronautes, les anciens textes bibliques et égyptiens ne sont pas purement imaginaires, mais plutôt basés sur des faits historiques réels. Où les dieux se mêlaient aux êtres humains. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en ce lieu, dans l'Égypte ancienne, possiblement sous la tutelle d'extraterrestres venus d'un autre système stellaire pour instruire les humains. Si des extraterrestres et des êtres hybrides de taille gigantesque ont véritablement habité l'Égypte, et ce des milliers d'années avant l'avènement des premiers pharaons humains, des preuves matérielles pourraient-elles se trouver cachées dans la mystérieuse cavité récemment découverte à l'intérieur de la Grande Pyramide? Ou faut-il chercher ces preuves ailleurs, sous la forme de 24 cercueils de pierre enterrés profondément sous les sables du désert? Saqqara, en Égypte, en 1850. Au cours d'une expédition visant à se procurer des manuscrits anciens pour le musée du Louvre, à Paris, l'égyptologue français Auguste Mariette repère un objet bizarre dépassant du sable. Sa curiosité piquée, Mariette fait enlever le sable et découvre ainsi de grosses pierres bloquant ce qui semble être l'entrée d'une chambre souterraine. Ayant dégagé les pierres à l'aide d'explosifs, il accède alors à un complexe funéraire appelé le Sérapéum. Le Sérapéum de Saqqara, Giorgio. Il est magnifique. Le nom Sérapéum vient de Sérapis, qui désigne le taureau Apis et Osiris, tous deux réunis en un seul dieu grec. Il s'agit d'un des sites les plus mystérieux de toute l'Égypte, Giorgio. C'est immense! Enfoui à une grande profondeur sous le sable du désert, ce couloir s'étend sur 200 mètres. Là, dans une série d'alcôves soigneusement creusées à même le calcaire, sont placés 24 gigantesques sarcophages de pierre, parfaitement taillés dans le granit massif et pesant chacun environ 100 tonnes, soit l'équivalent de 55 voitures de taille moyenne. Les cuves elles-mêmes pèsent combien? De 70 à 75 tonnes? Quant aux couvercles, on estime leur poids entre 20 et 25 tonnes. L'un des aspects les plus mystérieux de ce lieu, c'est comment ils sont parvenus à transporter jusqu'ici des objets aussi lourds. Nous sommes à bout de souffle simplement en traversant ce couloir d'un bout à l'autre. On peut descendre pour en voir un de plus près? Oui, bien sûr. Waouh! Vous savez, j'ai beaucoup lu à leur sujet, j'ai vu des photos, mais ils sont colossaux. On peut se tenir dessous. Chaque sarcophage mesure 4 mètres de long, 2 mètres de large et plus de 3 mètres de haut. La manière dont les anciens Égyptiens s'y sont pris pour déplacer ces lourdes cuves de granit massif reste un mystère, tout comme la fonction qu'ils étaient censés remplir. Pour les égyptologues et archéologues, ces sarcophages étaient destinés à recevoir les restes des taureaux sacrés Apis. Mais en réalité, une seule de ces tombes contenait les restes d'un animal. Toutes les autres étaient vides. La nature véritable du Sérapéum fait donc toujours l'objet de débats, aux yeux du moins des partisans de la théorie des anciens astronautes. Le taureau Apis est une représentation du dieu Osiris. Il faut souligner un fait très important. Les anciens Égyptiens n'adoraient pas d'animaux.
Ils croyaient simplement que les dieux envoyaient des animaux comme messagers et qu'il fallait les respecter à ce titre. En se basant sur un objet datant du 4e millénaire avant Jésus-Christ, qu'on appelle la palette au taureau, certains égyptologues estiment qu'on doit faire remonter le culte du taureau Apis à au moins 6000 ans. Il est dit que le tout premier taureau Apis a été créé lorsqu'un rayon de lumière est descendu du ciel pour féconder une vache qui a ensuite donné naissance au premier taureau Apis. Il y a donc un lien entre le taureau lui-même et les étoiles. Les taureaux sacrés devaient présenter une marque en forme de faucon sur le dos, un losange sur le front et une marque en forme de scarabée sous la langue. Tous ces signes sont des symboles du monde céleste. Et tous indiquent qu'on a ici affaire à un point de contact avec l'autre monde. Mais le plus grand mystère concernant ce taureau est le sérapéum. Les côtés, et aussi dans ce cas le fond, sont polis à la perfection. On peut le constater simplement en mesurant cet angle. Il fait exactement 90 degrés. Regardez, c'est la perfection absolue. Il est facile de tailler du calcaire, mais tailler du basalte, c'est bien différent. Que disent au juste ces inscriptions ? Ces inscriptions étaient très importantes. Vous voyez ces portes? On les appelle plus précisément des fausses portes, et elles devaient permettre à l'esprit, le Ka et le Ba, l'esprit et l'âme, de sortir de la momie, puis de lire ces hiéroglyphes. On voulait s'assurer que les taureaux Apis reviendraient à la vie, qu'ils accéderaient à l'immortalité pour pouvoir séjourner avec Osiris dans le ciel. Les récits des historiens anciens, comme Hérodote, Strabon, Eusèbe, tous ces très anciens chroniqueurs parlent d'une époque glorieuse de l'Égypte, qu'ils appellent son âge d'or. Certains pensent que cet âge d'or pourrait se situer vers 10 500 avant Jésus-Christ. Est-il possible, alors, qu'on soit ici en présence de vestiges datant de cette époque? En matière de datation, je ne peux pas me prononcer. Pour un partisan de la théorie des anciens astronautes comme Giorgio Tsoukalos, le fait qu'un seul des 24 sarcophages du Sérapéum ait contenu les restes d'un animal, un sarcophage qui par ailleurs comporte une inscription hiéroglyphique gravée d'une facture grossière, proche du graffiti, prouve bien que les archéologues se trompent quand ils croient que ce magnifique complexe a été édifié pour abriter les sépultures de taureaux sacrés. La différence de facture est considérable, en particulier par rapport aux autres exemples de hiéroglyphes gravés ou encore sculptés sur des objets de basalte qu'on a eu l'occasion de voir. Cela m'incite à penser que quiconque a gravé cette inscription est venu beaucoup plus tardivement. Je suis incapable d'affirmer que ceci date d'il y a 3000 ans. Le débat fait rage encore aujourd'hui à ce sujet. L'opinion de Giorgio est non seulement que le Sérapéum a été construit il y a plus de 10 000 ans, à la même époque que la Grande Pyramide, mais qu'il était vraisemblablement destiné à abriter les restes non pas de taureaux, mais de créatures extraterrestres aux dimensions colossales. Le fait est qu'au moment de leur ouverture, la plupart de ces sarcophages géants étaient totalement vides. À mon avis, ils devaient servir à recréer une sorte d'environnement extraterrestre à des fins de communication avec le cosmos. Ces objets peuvent fort bien avoir été l'œuvre d'extraterrestres. Par la suite, les Égyptiens les ont récupérés et s'en sont servis comme sarcophages, possiblement pour les taureaux sacrés. C'est une chance inouïe qu'on ait découvert ce site. Il y a sans doute beaucoup d'autres choses à découvrir ici à Saqqara. On ne sait jamais ce qu'on trouvera. Absolument. Le Sérapéum de Saqqara aurait-il été construit à l'origine pour abriter les restes de créatures extraterrestres? Mais si c'est le cas, où sont-ils passés? Comment auraient-ils pu tout simplement disparaître sans laisser de traces? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes,
Une réponse possible est fournie par l'examen attentif d'artefacts qui comptent parmi les plus fascinants de l'Égypte ancienne. Les momies. À l'ombre des pyramides et des majestueux monuments de l'Égypte, sous le sable animé d'un mouvement perpétuel, gisent les tombes et les sépultures de plus d'1 million de momies humaines. Souvent vieux de milliers d'années, les corps sont si bien conservés que la plupart d'entre eux sont encore couverts de chair. La momification dans l'Égypte ancienne pouvait être extrêmement coûteuse. C'était un très long processus. Les familles consacraient toute leur fortune à la momification de leurs morts. Mais pourquoi les Égyptiens tenaient-ils tant à la momification et à tous ces rituels complexes? Il semble qu'ils aient voulu conserver les corps des défunts autant que possible. Les anciens Égyptiens se donnaient beaucoup de mal pour préserver les corps de leurs défunts de la décomposition. On retirait du cadavre tous les organes, à l'exception du cœur. Le cerveau était extrait par le nez. On retirait également toute l'humidité du corps. Puis, on utilisait des centaines de mètres de lin pour envelopper le défunt, dans le but de le préparer à la vie dans l'au-delà, telle que la concevaient les Égyptiens. Giorgio, nous y sommes. La salle des momies royales. Dans la salle des momies royales du musée du Caire, le partisan de la théorie des anciens astronautes Giorgio Tsoukalos et l'égyptologue Rami Romani sont venus examiner certains aspects de la momification qui restent dans l'ensemble peu connus du grand public. Parlez-moi de la momification. Pourquoi les anciens Égyptiens momifiaient-ils leurs morts? La momification était extrêmement importante pour les anciens Égyptiens en raison de leurs croyances religieuses. En préservant parfaitement leur corps, ils pensaient qu'ils pourraient vivre éternellement dans une autre dimension, dans l'au-delà, le royaume des morts. C'est très intéressant. Les momies qu'on retrouve ici sont dans un état extraordinaire. Absolument. Regardez, on voit tous les détails. Même les dents sont encore en place. Ouais. Regardez cette reine. Elle a encore ses cheveux et chacun de ses orteils. Les ongles d'orteil sont encore là. Je dois vous dire qu'une bonne part de tout ceci reste pour nous un mystère. Quels étaient les ingrédients nécessaires pour momifier un cadavre? Le premier ingrédient et le plus important pour le processus de la momification est le sel de natron. Le corps devait rester dans le sel de natron pendant plusieurs semaines avant qu'on puisse poursuivre le processus. C'est le sel le plus sec qui soit. Son utilisation visait d'abord et avant tout à vider le plus vite possible la momie de tous ses liquides, afin d'éviter qu'elle ne commence à se décomposer. Pour en préserver toutes les parties, il fallait évacuer tout liquide. L'aspect qui m'a toujours fasciné, c'est le fait qu'on momifiait les morts pour qu'ils continuent de vivre dans l'au-delà. Or, l'au-delà, avec toute la symbolique religieuse propre à l'Égypte ancienne, a toujours quelque chose à voir avec les étoiles. Alors, si on se projette dans l'avenir, une manière possible de voyager jusqu'à une autre planète consistera sans doute à se mettre en état d'hibernation. Pour ce faire, on prendra place dans des capsules d'hibernation dans cette position. La question que je me pose est donc celle-ci. Les anciens Égyptiens auraient-ils été témoins d'un phénomène de ce genre, sans comprendre qu'il s'agissait de quelqu'un qui retournait à sa planète d'origine? Ils l'auraient vu endosser une combinaison, s'installer dans un sarcophage qui ressemble à une capsule, ou c'est la capsule qui ressemble à un sarcophage. Ce n'est donc pas du tout symbolique en réalité. Mais ils interprétaient à tort ce qu'ils voyaient comme un rituel religieux. À l'origine, il pourrait donc s'agir d'une technologie mal comprise. Oui, mais il y a un aspect qu'il faut souligner ici. Vous présumez qu'ils voyaient tout cela comme symbolique. Mais pour eux, ce n'était pas symbolique. Ça soulève une question intéressante. Jusqu'à présent, on n'a retrouvé que des momies du Nouvel Empire et aucune de l'Ancien Empire. Alors où sont-elles allées?
Jusqu'à tout récemment, on datait les débuts de la momification en Égypte vers 2600 avant Jésus-Christ. Mais en 2014, de nouvelles découvertes sont venues changer la donne. On a maintenant des raisons de penser que cette pratique aurait pu commencer des milliers d'années plus tôt, soit bien avant l'époque des pharaons. Mais la préservation du corps des défunts n'avait-elle pour but que d'assurer leur survie dans l'au-delà, ou visait-elle un autre objectif, encore plus incroyable? Je pense que le processus de la momification et de l'ensevelissement n'était pas un rite sacré, mais une manière très réelle de capter l'énergie terrestre, d'en charger le corps de la momie et de transformer le tout en un très puissant condensateur de puissance. Un condensateur de puissance servant à transformer le corps des pharaons défunts en source d'énergie? Une théorie aussi audacieuse est-elle scientifiquement fondée? Pourquoi utilisaient-ils le sel de natron provenant du lit de lac desséché plutôt que du sel marin provenant de la Méditerranée ou de la mer Rouge? Le sel de natron est très alcalin. Il rendait le corps du défunt très alcalin. On le recouvrait ensuite de lin enduit de résine naturelle. Ces résines sont acides. En les mettant en contact avec l'alcalinité du cadavre, on obtient une espèce d'échangeur d'ions. Quand on examine le processus de la momification et les tombes des pharaons, on constate que ces dernières sont en granit. Le granit était désigné par les Égyptiens comme une pierre à feu parce qu'il est rempli de cristaux de quartz pur et les cristaux retiennent les vibrations. Quand on ajoute à cela les grandes quantités d'or et de bijoux précieux qu'on utilisait pour la momification et qu'on plaçait sur le corps, on s'interroge. Essayait-il de déclencher une sorte de processus électrique destiné à opérer une transmutation du corps? On est peut-être en présence ici d'une technologie inconnue ou d'une ancienne civilisation terrestre. Le corps se mettait à vibrer, générant ainsi une forme d'énergie. Un survolteur de l'âme du défunt, si vous voulez. La raison pour laquelle les anciens Égyptiens momifiaient leurs pharaons défunts, c'est pour que ceux-ci puissent se doter eux-mêmes d'un nouveau corps de lumière. Un nouveau véhicule dans lequel leur conscience pourrait survivre. De cette manière, ils seraient en mesure de poursuivre leur voyage vers les étoiles. Nos recherches de pointe sur l'intelligence artificielle et notre désir d'y transférer notre conscience d'une manière digne de la science-fiction offrent un parfait parallèle avec la momification telle qu'on la concevait dans l'Égypte ancienne. C'est l'idée qu'on pourra se doter d'un nouveau véhicule sous la forme d'une entité non biologique qui nous permettra d'accéder à l'immortalité. En pratiquant la momification, les anciens Égyptiens essayaient-ils de recréer un procédé ayant été utilisé en Égypte des milliers d'années plus tôt? À une époque où leur pays était habité par une civilisation extraterrestre avancée? Les partisans de la théorie des anciens astronautes pensent que c'est le cas, et que les rites funéraires pratiqués sur les pharaons présentent de grandes similitudes avec la fonction d'origine des sarcophages de pierre du Sérapéum, qui était de transformer des êtres physiques en énergie pure. Il pense aussi que des indices supplémentaires de l'activité extraterrestre dans l'Égypte ancienne seront fournis par l'examen des hiéroglyphes gravés sur les murs d'un des sites sacrés les plus complexes et les plus fascinants du pays. L'Égypte était-elle la destination des plus anciens visiteurs extraterrestres de la Terre? Et si c'est le cas, la construction des pyramides, des tombeaux et des temples anciens est-elle en réalité leur œuvre, ou ces monuments ont-ils été inspirés par eux? Pour découvrir la réponse à ces questions, l'égyptologue Rami Romani invite le chercheur et partisan de la théorie des anciens astronautes, Andrew Collins, à se joindre à lui pour une visite à l'un des sanctuaires les plus impressionnants et les mieux préservés de l'Égypte ancienne,
le temple d'Edfou, situé sur la rive gauche du Nil, à 750 km au sud du Caire. Regardez ce temple. Cette façade est celle que je préfère parmi toutes celles des temples de l'Égypte ancienne. Selon l'archéologie traditionnelle, la construction d'Edfou se situerait quelque part entre 237 et 57 avant Jésus-Christ. Le temple est dédié à Horus, le dieu à tête de faucon, fils d'Isis et d'Osiris. Ce temple est l'un des derniers à avoir été construit dans l'Égypte ancienne, à l'époque romaine. On l'a érigé avec l'intention de préserver les histoires anciennes. On a donc réuni toute la mythologie de l'Égypte pour l'intégrer à ce temple. Il a fallu 150 ans pour mener ce projet à terme. Le résultat est un véritable manuel sur la mythologie de l'Égypte ancienne. Il est là devant nous, sur ces murs. Chaque mur est totalement couvert de hiéroglyphes et d'images qui racontent la fondation de l'Égypte ancienne et du premier temple, mais également la création du monde. Il raconte comment l'Égypte est née, comment l'univers est apparu à l'origine. C'est tellement riche. La partie la plus sacrée d'Edfou, son saint des saints, est une salle où se dresse un bloc de granit haut de 3,5 mètres. Le voici, c'est lui. C'est ainsi que tout a commencé. Chaque symbole, chaque texte, chaque petit dessin représente quelque chose d'éminemment sacré pour les anciens Égyptiens. C'est la question que les humains se posent toujours. Comment le monde a-t-il commencé? Qui nous a créés? Toutes les religions en parlent. Les scientifiques tentent d'y répondre. Les anciens Égyptiens avaient leur réponse et elle se trouve ici. Au sommet, on voit le pyramidion. Il représente la butte primordiale qui a émergé au milieu des marécages et où les dieux sont venus se poser pour la première fois afin d'entreprendre la création de l'humanité. On a donc ici la naissance de l'humanité. Cet endroit correspond au point focal de toutes ces chapelles qui aboutit à cette incroyable construction orientée vers le nord. Elle est dirigée vers le lieu d'origine des dieux eux-mêmes. C'est un moyen de projeter l'âme vers son lieu d'origine parmi les étoiles. Il y a un autre élément qui devrait vous plaire. Voici la barque, ou le symbole de la barque, dans laquelle on croyait que les dieux étaient arrivés sur la pierre primordiale. Tout est donc ici, dans ce sanctuaire. Toute l'histoire des débuts de l'humanité, sa place parmi les étoiles, et comment elle est arrivée sur la Terre à l'origine. Je crois que cela indique nettement qu'il savait que nos origines se trouvent dans les étoiles. C'est très probable, selon moi. Ce n'est peut-être qu'une tentative humaine pour expliquer par la religion ce qui échappe à la science. Je ne crois pas que ce soit une question de religion. C'est une question de cosmologie, une cosmologie ancienne à laquelle croyaient les anciens Égyptiens et que nous commençons à comprendre pour la première fois dans une perspective scientifique en rapport avec l'astronomie, l'astrophysique ou l'existence quantique. Les hiéroglyphes soigneusement gravés dans la pierre de granit du temple d'Edfou ne reflètent-ils rien d'autre que les conceptions fantaisistes des prêtres de l'Égypte ancienne? Ne seraient-ils pas l'écho de faits historiques réels? Les partisans de la théorie des anciens astronautes croient que les extraterrestres sont venus en Égypte, à l'origine, dans un vaisseau spatial de forme pyramidale, que les textes des pyramides ont par la suite désigné comme la pierre Ben-Ben. Mais une fois sur la Terre, ces visiteurs auraient pu utiliser une technologie encore plus incroyable pour voyager jusqu'aux étoiles. C'est ce qu'on appelle la barque d'éternité. La légende raconte qu'Osiris, le dieu de la résurrection, a été coupé en morceaux. Sa tête a été retrouvée à Abydos. Si on regarde le hiéroglyphe qui représente la tête d'Osiris, on constate qu'il ressemble à un transformateur électrique. Sur le mur opposé, on voit le même dispositif fixé à ce qu'on appelle l'arche des millions d'années ou la barque d'éternité.
Les textes des pyramides sont remplis d'histoires de pharaons qui parcourent le cosmos à bord de cette barque, qu'on a représentée sur les murs des temples exactement de la même manière que la science moderne représente les trous de verre. Les anciens Égyptiens croyaient que le corps humain pouvait se transformer en un être de lumière à la manière des dieux. On doit donc se demander si ce dispositif n'était pas une sorte d'engin de transformation capable de convertir le corps humain en être de lumière pour qu'il puisse ensuite peut-être voyager sous cette forme par un trou de verre jusqu'à un système stellaire éloigné, par exemple celui d'Orion. La barque d'éternité représente-t-elle un passage vers les étoiles par lequel les extraterrestres et peut-être même des humains auraient pu se rendre instantanément jusqu'à d'autres régions de l'univers? Peut-être même jusqu'à leur planète d'origine, située quelque part dans la constellation d'Orion? Les partisans de la théorie des anciens astronautes disent que oui, et pensent qu'un engin de ce genre pourrait exister encore aujourd'hui, caché dans un espace vide récemment découvert, à l'intérieur de la Grande Pyramide. Datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un texte hébreu intitulé l'Hexagogue, attribué au poète et dramaturge Ézéchiel le Tragique, raconte une étrange rencontre faite par Moïse quand il se trouvait sur le mont Sinaï. Moïse découvre un être noble assis sur un trône. L'être l'invite à prendre place sur le trône, et quand Moïse s'exécute, l'être lui remet une couronne et un sceptre. Tout à coup, Moïse se retrouve en train d'observer la terre depuis l'espace. On y trouve même une description. J'ai contemplé le vaste cercle de la terre, et à mes pieds se trouvait un millier d'étoiles. On doit examiner ces récits anciens et se demander ce qu'ils décrivent au juste. Comment est-il possible de mettre une couronne sur sa tête et de se retrouver d'un seul coup dans l'espace? Selon la Bible hébraïque, Moïse a été élevé en Égypte comme un noble et comme le fils adoptif et le frère de 2 puissants pharaons. Lorsqu'il a conduit les Israélites dans le désert pendant l'Exode, était-il déjà secrètement en possession de dispositifs d'origine extraterrestre, des objets qui auraient été des milliers d'années en avance sur leur temps? Aujourd'hui, avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, nos avancées technologiques peuvent nous prolonger dans un tout nouvel environnement, simplement à l'aide d'un appareil placé sur notre tête. Il est parfaitement possible que certains dispositifs anciens, fabriqués pour le pharaon, servaient en fait à prolonger sa conscience dans un autre lieu physique, ou peut-être à projeter son corps matériel, comme par un portail stellaire, vers un autre lieu. L'épisode biblique, où il est fait mention d'un trône ayant transporté Moïse jusqu'aux étoiles, aurait-il un lien direct avec la théorie de Giulio Magli, selon laquelle l'espace vide, récemment détecté au cœur de la Grande Pyramide, pourrait contenir un appareil de transport sacré de nature métallique? Et si c'est le cas, s'agirait-il de cet objet que les Égyptiens appelaient la barque d'éternité? Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la réponse est un oui assuré. Et ils pensent que nous sommes plus que jamais sur le point de découvrir la preuve définitive du passé extraterrestre de la Terre. Ce lieu, à mes yeux, est le point de départ de toutes les théories que j'ai explorées. En fait, il a renforcé ma détermination à jeter un deuxième et même un troisième regard sur l'Égypte ancienne pour y chercher encore plus d'indices. Je pense que c'est extrêmement important. Ce que j'ai appris, c'est qu'il y a des gens comme vous, et comme d'autres aussi, je l'espère, qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour discuter et débattre des différentes théories. C'est capital, car c'est comme ça que la science progresse en réalité. Absolument. J'admets que bon nombre des réalités anciennes sont imprégnées de symbolisme. Cela dit, ma question est toujours, comment et où ce symbolisme a-t-il pris naissance? Bien sûr, beaucoup des constructions anciennes ont été érigées en l'honneur des dieux. Mais ma question est, pourquoi? Où cela a-t-il commencé et surtout comment?
Qu'est-ce qui a inspiré la religion? Voilà. Sur quoi repose cette religion? Oui. C'est une question fascinante. Je n'ai pas de réponse. On est à la croisée des chemins. Oui. Ce sera déterminant pour l'avenir. On est, je pense, sur le seuil d'une nouvelle ère d'archéotechnologie. Quand l'archéologie et la technologie s'uniront, l'avenir de l'égyptologie sera passionnant. Pensez-y. Pensez à tout ce qui se cache encore sous le sable, juste devant nous, ici même. Je suis totalement d'accord. Je prétends que les anciens Égyptiens ont peut-être eu accès à une technologie évoluée. On découvre aujourd'hui des sites antiques grâce à la technologie moderne. Pour moi, c'est le présent qui rejoint le passé qui rejoint le présent, et aussi l'avenir, bien sûr. Pour les partisans de la théorie des anciens astronautes, la meilleure manière d'expliquer les mystères de l'Égypte ancienne consiste peut-être à y voir une tentative, de la part des anciens Égyptiens, de reproduire des comportements pratiqués par leurs ancêtres des milliers d'années plus tôt, à l'époque où la région était le centre de l'activité extraterrestre sur notre planète. Ils pensent aussi que de nouvelles technologies de pointe, comme celle qui a servi à détecter la mystérieuse cavité au cœur de la Grande Pyramide, seront déterminantes pour prouver la validité de leur théorie. Selon eux, les réponses existent. Elles se trouvent tout autour de nous. Et une fois que nous aurons découvert la vérité, l'humanité sera enfin prête à accomplir son destin véritable.